الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Merci également de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 43e vidéo maintenant vous propose ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Et dans le CQFD de votre Bled Magharibia, nous nous entretiendrons ensemble au sujet de quelques thèmes qui s'imbriquent entre eux et qui font l'actualité de ces derniers jours. Et surtout, lorsqu'un président de la République, qui se nomme ainsi, insulte sa propre fonction, tout en intensifiant sa haine et ses autres hostilités envers un pays, ou pour ne pas dire des pays voisins, pendant qu'un de ses proches se fait virer du Parlement panafricain. Mais alors, quel est l'avenir qui est réservé à ce régime, à cette junte militaire algérienne? Quand un certain athée insulte sa propre fonction présidentielle, dès lors que pourrait-on attendre encore de ce pays? Apparemment pas grand-chose. En effet, digérant visiblement très mal le scandale de la révélation de l'admission de ce Brahim Ghali, dit alias Mohamed Ben Batouche, sous une fausse identité donc, et avec un vrai faux passeport algérien. Ce pseudo-président athée a déballé dans un entretien avec Le Point toute sa rage contre le Maroc et contre son roi. Des propos indignes d'un soi-disant chef d'État, vulgaire, hâbleur, fanfaron et surtout menteur. Tels sont les adjectifs qui s'imposent à la lecture de l'entretien fleuve publié ce mercredi 2 juin dernier par l'hebdomadaire français Le Point. Et à la question de savoir si le retour aux armes du Polisario pouvait entraîner un conflit régional, cet athée a répondu: le Maroc a toujours été l'agresseur et nous n'agresserons jamais notre voisin. Nous riposterons si nous sommes attaqués, mais je doute que le Maroc s'y essaie, les rapports de force étant ce qu'ils sont. Et il poursuivra et il répondra ces fanfaronnades également quand il sera interrogé sur l'avenir de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, avec des générations d'Algériens et de Marocains qui ne se connaissent pas. Et à cet égard, il affirme
que dans cette relation, le rôle honorable revient à l'Algérie et la rupture avec le Maroc, et je parle de la monarchie, pas du peuple marocain, que nous estimons remonte à tellement longtemps qu'elle s'est banalisée. On remarquera ici au passage que cet athée utilise ce vieux levier de la junte militaire qui dirige l'Algérie et tendant à séparer le peuple marocain de sa monarchie en faisant semblant d'ignorer que la monarchie, ce royaume, n'est guère enraciné dans l'histoire et l'identité du peuple marocain. Et il fait mine aussi d'ignorer que l'intégrité territoriale du Maroc fait l'unanimité au sein du peuple marocain. Et en matière de marocophobie, ce pseudo-président est pire encore que son prédécesseur, selon un politologue, puisqu'à une question sur la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, il va alors donner toute la mesure de sa haine, de sa vulgarité et de sa stature indigne d'un chef d'État. Et il répond: comment peut-on penser offrir à un monarque un territoire entier avec toute sa population, et où est le respect des peuples? Cette reconnaissance ne veut rien dire, puisque toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant le Sahara sont présentées par les États-Unis, et on ne peut pas revenir verbalement sur tout ce qui a été fait par Washington pour faire plaisir à un roi. Encore une fois, ce pseudo-président algérien s'attaque nommément à la personne du roi du Maroc, tout en laissant croire que le Sahara est une cause qui n'intéresse pas le peuple marocain, comme si quelqu'un cherchait à adopter pareil ton hâbleur que le sien. Et pourtant, il lui répondrait à ce même athée qui n'a qu'à essayer d'envoyer son armée au Sahara pour voir alors combien de citoyens marocains vont se dresser contre elle. Et toujours dans sa diatribe contre le Maroc et son souverain, il poursuit en ces termes: pourquoi les Marocains refusent-ils l'autodétermination? Parce qu'ils ont procédé à un changement ethnique qui a ses conséquences. Les Sahraouis à l'intérieur du Sahara sont aujourd'hui minoritaires par rapport aux Marocains qui s'y sont installés. Et en cas de vote pour l'autodétermination, les Marocains, même installés sur le territoire sahraoui, vont voter pour l'indépendance parce qu'ils ne voudront plus être les sujets du roi. Il est tout de même paradoxal d'avoir une majorité marocaine et de refuser le vote d'autodétermination. Mais alors, on ne sait de quelle autodétermination
dont parle ce pseudo-président athée, ce qui résulte d'une marocophobie hystérique d'Alger, poussant ce président et ses vieux généraux à s'improviser diplomate avec toutes les maladresses qui en découlent sur la scène internationale. Visiblement, les percées historiques réalisées par le Maroc sur le dossier du Sahara et le statut de puissance régionale que le royaume marocain a atteint font enrager le pouvoir militaire algérien et cet homme, cet athée, placé comme président d'une république bananière qui est actuellement en pleine dérive. Et on s'accroche à tout ce qu'on peut et à tout ce qu'on y trouve sur son chemin. Et indépendamment du Maroc, donc cet athée a aussi donné la pleine mesure de sa fuite en avant et de sa propension pour le mensonge dont il est le champion. Et sa réponse sur le climat des affaires en Algérie va sidérer tous les économistes de la planète, puisqu'il affirme que la logique du doing business instaure certains paramètres pour capter les investissements directs étrangers. Parce que les opérateurs investissent là où il y a le minimum d'État et certains pays l'acceptent, à défaut d'avoir d'autres moyens de création d'emplois, devenant presque des protectorats d'autres pays où on peut par exemple prohiber l'action syndicale. Mais alors, quel autre homme d'État au monde peut-il tenir des propos aussi inconséquents qui couvrent malheureusement de ridicule son pays? On savait que cet athée n'était pas qualifié pour diriger un État et cet entretien met à nu un président minable qui intensifie son hostilité envers ses voisins et particulièrement envers le Maroc. Et au fil des années, les différents régimes algériens ont ignoré les appels constants du Maroc au dialogue et à la paix dans la région. Et au lieu de cela, les pseudo-responsables algériens continuent d'intensifier les manœuvres diplomatiques contre Rabat. Ce soi-disant dirigeant algérien conteste la proclamation de Donald Trump et il a également parlé d'une rupture entre l'Algérie et la monarchie. Il s'en est pris directement à la décision américaine de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et ce soi-disant dirigeant algérien a ainsi insinué que la région et ses habitants n'ont aucun lien historique, juridique ou sociologique avec le Maroc. Il a même ajouté que la reconnaissance américaine ne signifie rien. Nous ne pouvons pas revenir verbalement sur tout ce qui a été fait par Washington pour faire plaisir à un roi. Depuis décembre 2020, lorsque l'ancien président Donald Trump a signé une proclamation présidentielle reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, les responsables
algériens ont ouvertement et secrètement manœuvré contre cette démarche. Et après le départ de Trump de la Maison-Blanche, l'Algérie a activé son lobby américain pour inciter le président Joe Biden à annuler cette proclamation. Les remarques du président algérien à l'encontre du Maroc ne sont pas les premières à être formulées ouvertement par l'Algérie contre le Maroc au cours de ces derniers mois. En effet, les autorités politico-militaires algériennes partagent depuis longtemps un sentiment d'hostilité à l'égard du Maroc, s'ingérant constamment dans les affaires intérieures marocaines et diffamant même le pays en dépit de la bonne foi et le soutien dont ont fait preuve les gouvernements marocains successifs envers l'Algérie. Cependant, cette Algérie, ou du moins ses dirigeants, ses régimes militaires, ont toujours fait la sourde oreille à l'appel du Maroc et a continué de multiplier les manœuvres diplomatiques contre le pays. Et l'une de ces manœuvres a d'ailleurs eu lieu le mercredi 2 juin dernier, lorsque cette athée et avec toute une compagnie, cet athée a donc rendu visite au leader du Polisario, Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, à son retour d'Espagne. Et au cours de cette visite, il a déclaré à propos du soutien continu de l'Algérie au séparatisme que les causes de la vérité sont la priorité de l'Algérie. Et pendant tout ce temps gaspillé, l'Algérien Jamel Bourras subit une humiliante expulsion du Parlement panafricain. En effet, l'Algérien Jamel Bourras, ex-président par intérim du Parlement panafricain, PAP, a été expulsé de la plénière qui se tenait ce mardi 1er juin dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et pourtant, c'est une humiliation qu'il aurait pu s'épargner, mais il tenait à jouer les troubles faits au Parlement panafricain jusqu'au bout. Et ce Jamel Bourras a été expulsé de la séance plénière parce qu'il n'a aucune qualité qui l'habilite à y assister, explique une source sur place. Donc Jamel Bourras, ex-député du FLN, Front de Libération Nationale, qui a perdu toute qualité de siéger ou de se mêler aux travaux du pape, donc du Parlement panafricain, puisqu'il n'est plus élu dans son propre pays depuis qu'en mars dernier, ce président athée a dissous le Parlement. Ainsi, ce Jamel Bourras avait également perdu la présidence par intérim du Parlement panafricain, mais il a tenu à être de la grand-messe de Johannesburg avec d'autres ex-députés algériens pour un double service commandé. Et toujours selon des sources sur place, ce Jamel Bourras accompagnait une délégation du Parlement de la pseudo-RASD, République arabe sahraoui démocratique, et plaidant en faveur des thèses séparatistes
au pape, disons, dans le Parlement panafricain. Et sa deuxième mission était également de soutenir la candidature du Zimbabwéen Fortune Charambira et à la présidence du pape et de barrer la route à la candidate malienne Haïdara Aïchata Cissé, dite Chato. Et cela, il rend des services donc à ses amis sud-africains qui soutiennent également la candidature de Fortune Charambira. L'élection du nouveau président du pape traîne depuis la semaine dernière et a été donc perturbée à maintes reprises par les alliés du candidat zimbabwéen mené par l'Afrique du Sud. Ces perturbations ont connu de graves incidents, échanges de coups, menaces de mort entre délégations. Et toujours selon des sources sur place, cette élection devra être tranchée ce mardi en soirée, à moins d'un nouveau rebondissement. Mais alors, quel avenir serait réservé pour cette junte militaire algérienne en place? Et selon le site de Mohamed Bouhouch, beaucoup de gens se demandent pourquoi cette Algérie fait toujours l'objet d'autant d'égards et de tolérance de la part des pays européens. Premièrement, donc pour y répondre, premièrement, cette Europe cohabite avec un régime militaire sanguinaire qui a, depuis son événement avec un certain Bouharouba, dit Boumediene, des milliers de morts sont répertoriés sur sa conscience. Deuxièmement, cette même Europe tolère ou évoque timidement la répression qui s'abat quotidiennement sur une jeunesse innocente dont le seul crime est de revendiquer un régime démocratique avec un gouvernement constitué de civils. Et troisièmement, cette même vieille Europe ferme constamment les yeux sur le soutien de l'Algérie au Polisario, un groupe connu, terroriste, formé de mercenaires issus de tous les pays voisins, une formation armée qui sème la terreur et le trouble aussi bien à la frontière avec le Maroc que dans les pays du Sahel. Dès lors, on a le droit, voire même le devoir, d'assister à un mouvement soi-disant de libération. Mais de là à loger, à armer, à assurer toute l'administration d'un groupe terroriste comme le Polisario et à se faire son propre porte-parole auprès de toutes les instances internationales, cela s'appelle tout simplement être son complice et son prête-nom. Si un certain nombre d'organismes internationaux s'apprêtent aujourd'hui à classer le Polisario comme une organisation terroriste, on est en devoir et en droit de se demander ce que l'on doit penser de son pourvoyeur algérien. Bien entendu, il n'y aura jamais de réponse sincère et satisfaisante à cette question. On peut se demander pourquoi. Et bien, c'est très simple, car les intérêts et toujours les intérêts appellent les intérêts et toujours les intérêts. L'Algérie ne serait-elle pas un pays pourtant producteur de pétrole et de gaz? Ne regorge-t-elle pas de ressources minières, or, fer, manganèse, cuivre, phosphate et autres, et on en passe et des meilleurs?
C'est pourquoi aucun État européen n'oserait prendre une position contre ce pays au risque d'être inscrit sur sa liste noire et perdre tout espoir de se voir confier un jour ou l'autre un quelconque contrat ou un quelconque marché. Les militaires d'Alger font du Sahara marocain une affaire nationale et basent toute leur politique extérieure sur cette question et uniquement sur cette question. Les grandes puissances dont l'économie ne dépend pas des ressources algériennes ont gardé leur liberté d'action et les États-Unis d'Amérique ont reconnu officiellement la marocanité du Sahara. La Russie et la Chine ont ouvert des chambres de commerce et d'industrie à Laayoune et Dakhla et l'écrasante majorité des riches pays arabes ont aujourd'hui leur consulat dans les grandes villes du Sahara marocain. Seuls les États européens continuent de tergiverser et restent cantonnés dans une certaine neutralité, bien souvent complice, pour ne pas dire favorable à l'Algérie. Ils continuent toujours de se référer aux résolutions des Nations Unies qui préconisent une solution équitable qui satisfait toutes les parties, autrement dit, un compromis qui ne verra jamais le jour. Et cela fait l'affaire d'un certain nombre de pays qui souhaitent sauvegarder les intérêts aussi bien au Maroc qu'en Algérie. Néanmoins, projetons-nous sur l'avenir. L'Algérie connaît aujourd'hui une situation de trouble et de crise économique qui n'augure rien de bon pour l'avenir de la junte militaire au pouvoir. On peut dès lors se demander quelle serait l'attitude des gouvernements européens en cas de chute de ce régime militaire clanique algérien et l'événement d'un nouveau régime qui mettrait dehors les mercenaires du Polisario en établissant de meilleures relations avec le Maroc. Ce serait bien entendu la fin pure et simple de ce mouvement sahraoui de la soi-disant race et par conséquent, l'Europe, dans ces conditions, changerait-elle de cap ou continuerait-elle à prôner toujours la même attitude mitigée et négative au sujet du Sahara marocain? Mais c'est là une éventualité à laquelle il faudra pourtant bien s'attendre, car il ne faut pas être un stratège initié en matière de sciences politiques pour prévoir l'effondrement très proche du pouvoir militaire algérien actuel. Et en plus, ne serait-il pas alors dans ces conditions plus opportun et plus sage de préparer déjà maintenant le terrain à cette nouvelle situation? Et donc, chers amis, sur cette interrogation que prend fin la séquence d'aujourd'hui, mais néanmoins, j'espère vous retrouver très prochainement avec grand plaisir à travers votre ce qui fait débat habituel ou ce qui fait discussion entre nous. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Aussi, n'oubliez pas d'aider votre bled Maghribia en vous y abonnant et en partageant autour de vous les séquences de votre chaîne. Au revoir les amis, l'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.